Dans le paysage médiatique français, elle fait partie des rares femmes noires à prendre la parole. Éditorialiste, auteure, réalisatrice, Rokhaya Diallo cumule les expériences. Issue d'un milieu modeste, elle a fait de ses singularités une force pour ne pas rester à sa place. C'est le titre de son livre publié aux éditions Marabout. Rokhaya Diallo est l'invitée de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous connaît beaucoup, on vous a vu dans les médias en France, dans les médias anglo-saxons, moins pour les médias sénégalais, africains en règle générale. Vous êtes vous-même, du coup, issue d'une famille sénégalaise. Tout à fait. Vous y êtes allée très jeune, dès l'âge de 3 ans. Quel lien vous avez avec le pays de vos parents ? Alors effectivement, j'ai pu développer un lien direct avec le Sénégal dès l'âge de 3 ans, puisque ça a été mon premier voyage avec mes parents. J'ai un lien avec sa culture assez évident, parce que mes deux parents étant originaires du Sénégal, j'ai baigné toute mon enfance et toute mon adolescence dans la langue wolof, qui est une des langues principales du Sénégal. Et puis étant enfant, j'y suis allée régulièrement, j'étais en contact assez régulier avec mes oncles, mes tantes, mes cousins. Donc il y a toujours ce background culturel qui était présent dans mon environnement, aussi bien quotidien que lointain, du côté de Dakar notamment. Dans votre livre, donc, Ne reste pas à ta place, vous parlez de vous, adolescente, vous vous décrivez comme quelqu'un de timide. Finalement, qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui ? Quel a été votre parcours ? Alors effectivement, j'étais une enfant et une adolescente extrêmement timide. J'étais typiquement le genre d'élève dont les profs n'entendaient jamais le son de la voix. Et j'ai changé, mon rapport à la langue et à la prise de la parole a changé à l'âge adulte lorsque j'ai voulu exprimer des idées et des convictions. C'est-à-dire que j'ai été assez frappée par un certain nombre d'injustices qui s'exprimaient en France relatives à l'égalité, aux inégalités hommes-femmes, relatives au racisme. Et j'ai voulu prendre la parole. Le fait de vouloir prendre la parole sur ces sujets-là m'a fait perdre la conscience des enjeux qui étaient liés à ma timidité et finalement m'ont fait me concentrer sur la prise de parole et sur vraiment une volonté de porter ces idées-là, ces causes-là qui me tenaient à cœur. Alors, statistiquement, je vais y arriver, ce mot n'est pas facile à dire. Vous aviez peu de chance d'être là aujourd'hui. Finalement, comment vous avez su aller au-delà de ce déterminisme social ? Vous vous êtes imposé des limites ? J'ai eu la chance en fait d'être élevée par des parents qui avaient de grands espoirs pour moi et pour mon frère. Mes parents effectivement sont issus de l'immigration sénégalaise, originaires de, enfin voilà, ils ont évolué dans la classe ouvrière. J'ai grandi dans le nord-est parisien, donc un quartier plutôt populaire. Et puis ensuite j'ai vécu en Seine-Saint-Denis, qui était aussi une banlieue assez populaire dans une cité. Et c'est vrai que si on regarde les choses très très factuellement, il y avait très très peu de chances que je me retrouve ce soir face à vous pour vous raconter ma vie. Du coup, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir un noyau familial assez solide et d'avoir des parents qui, malgré leurs conditions sociales, avaient de très grands projets pour leurs enfants et m'ont toujours encouragée. Moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a dit très jeune, ne te laisse jamais faire et ne laisse jamais quiconque te laisser croire que tu vaux moins que qui que ce soit. Et je pense que c'était une manière implicite de m'avertir par rapport aux préjugés dont je pouvais faire l'objet, mais qui m'a vraiment permis de dépasser toutes les barrières auxquelles j'ai pu être confrontée. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la simple volonté permet de dépasser les pesanteurs sociales, mais pour ce qui me concerne, j'ai vraiment eu un environnement favorable à vraiment l'explosion des barrières sociales. Et dans cette construction justement et cette explosion des barrières sociales, est-ce qu'il y a eu des figures qui vous ont inspiré, des figures qui vous ont porté, tiré vers le haut ? Alors évidemment, la première des figures qui m'a inspirée, je viens de la citer, c'est ma mère, mon père également, parce que souvent on parle des parcours d'immigration comme étant des parcours problématiques, mais ce qu'on dit très peu, c'est que les immigrés sont les entrepreneurs, parce qu'il faut évidemment avoir beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour quitter son pays, pour quitter les siens, quitter sa langue, quitter son climat, pour s'installer dans un pays dont on ne connaît rien, qu'on ne connaît pas, où les gens ne nous connaissent pas. Et c'est ce qu'ont fait mes parents et ce que font des centaines de milliers de gens en France, finalement pour tout recommencer, pour établir une nouvelle famille. Donc ce courage-là, je pense qu'il m'a été transmis et j'ai grandi avec la conscience du fait que mes parents avaient fait beaucoup de sacrifices pour me permettre et pour permettre à mon frère d'être là où nous sommes aujourd'hui et d'avancer notamment grâce aux études. Après, d'autres figures m'ont inspirée par rapport à l'engagement au militantisme. Je dois dire que la première fois que j'ai vu Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, à la télévision, j'ai été frappée. J'avais lu son ouvrage Leto qui m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses par rapport au rapport nord-sud, entre les rapports de dépendance en fait, financière entre l'Afrique et l'Europe et vraiment cette dette injuste qui pesait très très lourdement sur l'économie africaine. Et quand j'ai vu cette femme dans un débat de télévision extrêmement classe, avec un boubou, prendre la parole et d'une certaine manière remettre en place
des personnes qui étaient des figures plus habituelles sur les plateaux de télévision, à savoir des hommes blancs en costume gris. Ça m'a frappée. Et je me suis dit que cette femme africaine était capable, d'une certaine manière, par sa présence, par son verbe, de restaurer la dignité d'un continent dans un espace où il était très rarement bienvenu. Et c'est une femme qui m'a inspirée aussi bien intellectuellement que dans son courage politique et dans ses postures. Et d'autres personnes m'ont inspirée, comme la journaliste canadienne Naomi Klein, qui est aussi une figure de l'altermondialisme. Alors là, justement, vous parlez des femmes et de la prise de parole quand vous parlez d'Aminata Traoré. Est-ce que les femmes prennent la place dans l'espace public? Est-ce qu'elles osent finalement? Très très peu, en tout cas beaucoup moins qu'elles ne le devraient. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de choses évidemment de l'ordre de la génétique, c'est vraiment un conditionnement social. Lorsqu'on est une femme, on est beaucoup élevé dans l'idée de plaire aux autres et donc de ne pas déplaire et par conséquent de mobiliser une parole qui soit conforme à un certain espace et qui ne soit pas déplaisante. Et donc c'est vrai que prendre la parole publiquement, notamment pour exprimer des opinions qui sont impopulaires, ça rentre en contradiction avec tout ce qui est constitutif de l'idée qu'on se fait des femmes, à savoir la séduction, le fait de se positionner par rapport au regard des hommes. Et c'est vrai que quand on prend la parole, comme c'est mon cas, quand on s'investit dans des débats, etc., on va vraiment en contradiction avec toutes les injonctions qu'on nous a apprises en tant que femme. Et moi, j'ai dû désapprendre en fait un certain nombre de choses par rapport à la place sociale que j'avais en tant que femme pour pouvoir prendre la parole publiquement. Et ça a des conséquences parce que voilà, dans les débats, on me coupe la parole régulièrement. Donc je dois vraiment redoubler d'efforts pour simplement installer ma parole et poursuivre les idées que je tente de développer. Et puis les autres conséquences, c'est par exemple, à titre personnel, je subis beaucoup de cyberharcèlement justement, sur les réseaux sociaux. On allait justement y venir tout de suite. Ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup de femmes noires ont été la cible d'attaques, d'injures à caractère raciste. On pense à Christiane Taubira, à Daniel Obono ou encore à Laetitia Avia. Vous avez donc vous-même, vous venez de le dire, avez été, même vous êtes l'objet, on peut parler au présent, de harcèlement régulièrement. Être une femme noire dans l'espace public aujourd'hui, est-ce que ça veut dire finalement se confronter à cette violence? Absolument. Déjà, être une femme dans l'espace public et s'exprimer, c'est subvertir la position sociale qui est celle à laquelle on devrait être assigné. Donc ça veut dire déjà briser un tabou, briser une règle. Être une femme noire, sachant qu'on est une minorité, c'est en briser un supplémentaire. Il y a une étude d'Amnesty International qui dit que les femmes noires qui s'expriment sur les réseaux sociaux ont 80 fois plus de risques d'être harcelées que les autres femmes. Donc il y a vraiment cette idée selon laquelle on devrait être en retrait et on devrait être silencieuse. Donc dès lors qu'on s'exprime, plus encore quand on exprime des idées politiques, eh bien on est exposé à une sorte de rappel à l'ordre. C'est-à-dire qu'on nous harcèle. Moi j'ai été ciblée par des appels au viol, contre lesquels j'ai porté plainte et pour lesquels j'ai gagné les procès. Je suis régulièrement la cible d'appels au meurtre, d'injonctions à retourner dans mon pseudo-pays alors que je suis née et que j'ai grandi en France. Et même Comment vous gérez ces agressions, justement? Eh bien, moi, je pense que c'est important de rappeler que la loi s'applique aux réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité les services d'un avocat pour porter plainte quand c'était possible et nécessaire, pour rappeler que ma Twitter, les réseaux sociaux, Facebook ne sont pas une zone de non-droit. De la même manière qu'on ne hurle pas des insultes aux gens dans la rue, dans l'espace public réel, entre guillemets, eh bien on ne peut pas le faire sur le réseau virtuel. Donc porter plainte, c'est une manière de répondre. Et puis après, résister. Parce que le but, en fait, des gens qui nous harcèlent, c'est de nous faire renoncer à cette prise de parole publique tout simplement en disparaissant des réseaux sociaux. Et moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis harcelée, mais je maintiens ma présence pour bien signifier le fait que je me sens parfaitement légitime dans cet espace-là et que les idées que je défends ont tout à fait droit de citer. Et je crois que plus je résiste, évidemment, plus je déclenche de la fureur, mais le fait d'être là, de me tenir debout, de me tenir droite, grâce à toute l'inspiration que j'ai pu avoir des femmes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, c'est une manière de dire oui, je suis là et je suis à ma place à l'endroit où vous ne voudriez pas m'entendre. Vous êtes à votre place et on vous entend parler souvent de sujets qui touchent la communauté, les communautés noires et les personnes non blanches, qu'on appelle fréquemment les racisés. Qu'est-ce que cela implique d'être non blanc en France aujourd'hui ? Ça implique en premier lieu une représentation minime, c'est-à-dire que plusieurs études du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ont démontré que dans les représentations publiques, notamment dans la fiction, les personnes non blanches étaient sous-représentées par rapport à ce qu'elles sont réellement, par rapport à la composition démographique du pays. Et lorsqu'elles étaient représentées, c'était souvent, par exemple, dans des positions délinquantes et marginales, donc dans des positions qui recouvrent des stéréotypes négatifs. Cela signifie aussi être potentiellement victime de discrimination. Récemment, une étude d'SOS Racisme a
démontré que des agences immobilières pratiquaient encore les discriminations lors de l'attribution de logements, ce qui est illégal, mais qui perdure depuis maintenant plus de 30 ans. En tout cas, c'est documenté depuis une trentaine d'années et malgré tout, il n'y a pas vraiment de recours. Et puis après, vous l'avez dit, lorsqu'on ose sortir de la condition dans laquelle dont on devrait se contenter, eh bien, on est exposé à des injures. Ça a été le cas de Madame Taubira, qui a été comparée à toutes sortes d'animaux, ou encore, plus récemment, Sipeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement, qui a été critiquée simplement pour avoir porté ses cheveux au naturel, donc pour avoir été elle-même, à savoir une femme noire. Donc c'est ça le risque, et c'est la même chose pour les personnes qui sont d'origine asiatique ou d'origine maghrébine, qui subissent le même type d'agression. Voilà, tout à fait. Il y a d'autres sujets sur lesquels on vous entend, notamment les violences policières à l'encontre de personnes issues d'immigration. Ça, c'est un sujet qui vous touche? C'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel, effectivement, je travaille en tant que journaliste depuis plusieurs années. Le Défenseur des droits a émis un rapport il y a 2 ans. Donc, c'est l'organisme qui est en charge de lutter contre les discriminations en France. C'est une institution qui est dirigée par Jacques Toubon. Et il y a un chiffre qui dit que lorsqu'on est perçu comme étant d'origine maghrébine ou lorsqu'on est perçu comme noir, on a 20 fois plus, et qu'on est un homme, un jeune homme, on a 20 fois plus de risque d'être contrôlé par la police que lorsqu'on ne l'est pas. Ce qui signifie que potentiellement, on a 20 fois plus de risque d'être exposé à des violences policières. Et on sait, grâce à l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, que tous les ans, il y a une quinzaine de personnes qui meurent entre les mains des gendarmes ou de la police, et 90% d'entre elles sont des jeunes hommes d'origine maghrébine ou noire. Donc, et il y a eu aussi des personnes d'origine asiatique, comme un homme qui s'appelait Xiaoyo Liu. Donc ça veut dire que oui, les violences policières touchent de manière disproportionnée une partie de la population, et souvent il n'y a pas de sanctions. Je pense à Adama Traoré, qui est mort le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, alors qu'il était contrôlé d'identité, enfin, il a subi un contrôle d'identité, il a été arrêté par les gendarmes, et aujourd'hui on sait qu'il est mort du fait d'une asphyxie. C'est un jeune homme en pleine santé qui fêtait son anniversaire ce jour-là, c'est 24 ans, et sa sœur, Assa Traoré, recherche la justice aujourd'hui, et à ce jour, il n'y a toujours pas eu de disposition pour au moins questionner la responsabilité des gendarmes devant la justice. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. On parle beaucoup des États-Unis et pas suffisamment des violences policières en France. Alors, revenons à votre expérience. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite mener ses projets à bien pour qu'il ne reste pas à sa place rapidement? Alors moi, je pense que la première des choses, c'est de croire en soi. Souvent, quand on est issu d'un milieu modeste, on a tendance à avoir des doutes par rapport à sa légitimité, à souffrir du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où en fait, quand on atteint une place qu'on n'était pas censé atteindre, on se pose des questions sur le pourquoi de sa présence et sur la légitimité. Donc moi, ce que je crois, c'est que quand quelqu'un nous fait confiance et nous confie une mission, on n'a pas de raison d'avoir moins confiance en nous que la personne qui perçoit chez nous des qualités. Et ça a été vraiment mon moteur lorsqu'on m'a proposé notamment d'écrire mon premier livre il y a quelques années. Je me suis beaucoup interrogée sur ce que je pouvais dire d'intéressant dans un livre, et finalement ce qui m'a rassurée, c'est de me dire que quelqu'un avait perçu chez moi cette compétence-là, que je n'avais pas de raison de ne pas au moins essayer de répondre à tout simplement la confiance qu'on avait pu exprimer à mon égard. Donc je crois que se faire confiance, accepter le fait que on a des qualités, qu'on peut les reconnaître, qu'on peut les assumer sans être arrogant, je pense que c'est important. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. Je rappelle le titre de votre livre, Ne reste pas à ta place, aux éditions Marabout. Merci à vous.